Bonsoir Jean Telet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En plus d'être au festival Ivre à Metz avec Entrée dans la danse, votre dernier ouvrage, vous êtes le rédacteur en chef d'un jour du Républicain Lorrain. Comment le romancier, auteur de bande dessinée, qui avait également évolué dans le monde du petit écran et du grand écran, a-t-il vécu cette conférence de rédaction? Oh, moi, je suis très content et puis je trouve que c'est la classe. Tout d'un coup, j'avais l'impression d'être dans le moteur d'un miracle, parce que tous les jours, il y a des journalistes, tout ça, un tas de gens, des imprimeurs et des maquettistes et tout, qui fabriquent un journal. Et tous les matins, les gens attendent leur journal. Et c'est tous les jours. Donc c'est un miracle quotidien. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas des jours où dans le journal il n'y a pas 3 pages blanches? Et puis en plus il y a une deadline, j'ai appris ça, donc une ligne qu'on ne peut pas dépasser, c'est qu'à 22 heures il faut que ça parte. Et si Donald Trump a la bonne idée de se tirer une balle dans la tête à 21h30, il faut que ça soit dans le journal. Je crois que les gens se rendent pas compte que c'est un exploit de faire un quotidien, et c'est ce que vous réussissez à faire. C'est quand même bravo. Vous espériez commenter une actualité heureuse. A-t-elle été au rendez-vous? Qu'est-ce que vous en retenez? Ah oui, je suis très fâché, vous avez raison. J'avais dit que je voulais qu'il y ait un numéro du Républicain Lorrain où il y aurait que des bonnes nouvelles. Que si on parle d'une opération sportive, on ne parle que de celui qui a gagné. Si on parle de la météo, s'il pleut, un spécialiste aurait expliqué pourquoi c'est bien la pluie. S'il y a du soleil, quelqu'un aurait dit pourquoi c'est bien qu'il y ait du soleil un 13 avril. Et puis je me disais, et dans l'histoire de la presse mondiale, ça aurait été le seul quotidien où il n'y aurait que des bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, ça aurait été le titre. Aujourd'hui, tout va bien. Elle me disait que beaucoup plus tard, les historiens, en faisant des trucs, ils se seraient dit, alors je ne sais pas ce qui s'est passé le 13 avril, mais tout a été bien. Et puis on m'a expliqué, à juste raison, que c'était quand même pas possible, que il fallait raconter ce qui se passe dans le monde, et où là, pour le coup, tout va pas très bien. Dans tous les sujets qui ont été égrenés, lesquels vous ont marqué particulièrement? Des histoires personnelles. Il y a une histoire avec un type qui est arrivé de je ne sais quel pays, un migrant, et puis qui a commencé à apprendre le français en lisant des bandes dessinées. Et puis des gens d'une association se sont intéressés à lui, ont réussi à le placer dans un logement. Il va avoir un travail. Ah, je trouve que c'est beau, parce que ça donne envie de croire en l'humanité, de croire... et il y a tellement de raisons de ne pas y croire en l'humanité, que des détails comme ça, je trouve que c'est vraiment beau. Ouais. Pourquoi la question de savoir ce qu'il y a dans la tête d'un supporter du FC Metz vous passionne-t-elle? Ah, parce que là, en ce moment, à Metz, vous avez quand même pas beaucoup de bol. Et je me dis, mais ouais, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un supporter de Metz? Et je dis ça sans moquerie, mais il doit y en avoir des très gentils qui y vont tous les 15 jours au stade en se disant, on va encore se prendre une tôle. Mais en tout cas, ça a dû arriver, parce que ça arrive partout. Mais j'ai pas entendu beaucoup d'histoires, ou même pas d'histoires de conneries de supporters sur Metz et tout. Et puis bonne chance quand même aux joueurs. Et puis ça serait pas mal qu'ils réussissent à rester, mais c'est pas fait. C'est pas fait. Parce que vous êtes aussi un homme d'image, j'ai eu envie de vous soumettre quelques photos. Je commence par la couverture de votre dernier livre. Son sujet, l'épidémie de danse à Strasbourg en 1518, vous a été suggéré dans un train qui vous emmenait à Brive. Quelle part prend le hasard dans votre vie et dans votre travail? Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Là, on n'a pas le temps de tout raconter, mais j'ai été un
très mauvais élève qui a été protégé et aidé par un prof de dessin qui a fait de moi d'abord un dessinateur et puis tout ça. Je suis resté, moi qui ai détesté l'école, les deux des personnes qui ont été les plus importantes de ma vie ont fait partie du corps enseignant. Je suis resté toute ma vie en relation avec l'institutrice qui m'a appris à lire et à écrire, qui s'appelait Madame Tapp. Mais jusqu'à sa mort, il y a 3-4 ans, où elle est morte à 96 ans, dans une maison de retraite en dessous de Toulouse, où je suis allé en avion la voir dans sa maison de retraite et tout. Et elle était aussi l'institutrice de Jean-Paul Gaultier, parce qu'on était à l'école ensemble. Et Gaultier l'appelait. Et alors elle frimait devant les infirmières, tout ça, qu'il y avait dans la maison de retraite. Elle fait, oui, là c'est Jean-Paul Gaultier qui vient de m'appeler. Les infirmières, tout ça, pour le Gaultier, oui, c'était un élève. Et puis Jean Telet aussi, mais enfin bon, elles étaient surtout épatées par Gaultier. Et donc voilà, et puis j'ai rencontré des gens comme Bernard Rapp, et puis enfin, j'ai fait des rencontres qui m'ont beaucoup aidé, et j'ai eu cette chance-là. Et je pense qu'en fait, beaucoup de gens ont la chance qui passe près d'eux. Et moi, je me reconnais une qualité, c'est que quand la chance passe, je sais lui prendre la main. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens où la chance est passée près d'eux et ils n'ont pas su lui prendre la main. Il n'y a pas plus con que la vie d'écrivain. Il ne se passe rien. Moi, je travaille tous les jours, de 8 h du matin à 7 h du soir, disiez-vous dans nos colonnes, le dimanche 31 mars 2009. L'exercice de l'écriture, Jean Telet, est-il libératoire ou douloureux? C'est un peu les deux, c'est un vrai travail. Et c'est vrai que quand je disais ça, et je dis ça vraiment sans critique, parce que je veux vraiment pas donner de leçons à qui que ce soit et tout. Mais il y a tellement d'écrivains qui racontent leur vie. Et s'il y a une vie où il se passe rien, c'est dans une vie d'écrivain. Si vous êtes écrivain, ça veut dire que vous arrivez à votre bureau le matin et jusqu'au soir, vous écrivez. Donc il se passe rien, à moins que le toit s'écroule, il se passe strictement rien. Et tandis qu'on a l'impression que beaucoup d'écrivains se disent « Ah tiens, j'ai mal au genou, je vais en faire un livre, ça devrait intéresser le monde entier. » Mais en même temps, je regrette de dire ça parce que peut-être que, et sûrement que les soucis d'un écrivain, ça peut intéresser des gens et puis ils ont bien le droit. Et surtout dans ce métier-là, tout le monde fait ce qu'il veut et même ceux qui écrivent des livres que moi, j'écrirai jamais de livre sur moi. Cette maison d'un auteur né à Metz le 30 mars 1844. En quoi Paul Verlaine et son poème « J'ai peur d'un baiser » fait-il pour vous écho à l'actualité? Parce qu'en ce moment, tout le monde a peur de tout. Là, il y a l'histoire Trump, Poutine, la Syrie. On se demande si on ne va pas vers une cata d'enfer. Là, les problèmes des cheminots, tout ça, qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Les voyageurs qui se demandent quand ils vont pouvoir se déplacer. Et puis dans des tas de pays, comment on vit en Amérique du Sud, comment on vit en Afrique, comment on vit dans un tas d'endroits. Il y a tellement de gens qui ont raison d'avoir peur. Et moi, quand je pense à tout ça, je pense à un poème de Verlaine, dont le début, qui s'appelle lui, où tout le monde a peur. Verlaine, lui, avait peur d'un baiser. Et il a écrit un poème qui commence comme ça: j'ai peur d'un baiser comme d'une abeille, je souffre et je veille sans me reposer, j'ai peur d'un baiser. Il fait tout un poème sur j'ai peur d'un baiser. Et Verlaine, c'est mon poète préféré, Et il a vécu une dizaine d'années à Metz. Il est né le 30 mars 1844. Et moi, j'avais écrit un roman sur sa dernière année qui s'appelait Au Verlaine. Et ce que j'ai appris aussi, j'y suis allé. Alors, il semble que ce ne soit pas exactement là, mais la porte d'à côté, mais que la maison de Verlaine soit devenue un bar gay, ça, moi, je trouve ça formidable, surtout face au tribunal. Alors là, ça, c'est un coup de l'histoire qui est bien. Et puis, ce que j'aime bien, c'est aussi, il y a une tradition, c'est que tous les 30 mars,
à Metz, je me souviens d'une statue, d'un buste de Verlaine, et tous les ans, on lui met une cravate, et ça l'aurait fait rigoler. Et moi, j'adore ce poète. Que savez-vous aujourd'hui du métier d'écrivain? Qu'avez-vous appris de vous au fil des livres? Alors, j'ai surtout découvert que je pouvais travailler sans que personne m'emmerde. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis écrivain, il n'y a personne qui me donne un ordre. Je fais ce que je veux. Au rythme que je veux, je travaille aux heures que je veux, je fais ce que je veux, personne ne me gonfle, et j'ai la chance que mes livres se vendent, et d'en vivre même très confortablement, et ça, je me dis quand même, c'est un gros bol. Dernière question, seriez-vous là en face de moi ce soir s'il n'y avait pas eu ce livre? Ah non, Sans famille, par Hector Malot. Ah, ça a été le premier roman qui a été un choc pour moi. L'histoire de ce petit gamin qui part avec un montreur d'animaux comme ça, et qui sillonne la France et l'Angleterre et tout, et qui s'appelle Rémi, le gamin. Et moi, j'avais envie d'être ce môme-là, alors que mes parents n'étaient pas du tout épouvantables. Mais c'est le plus grand choc de littérature que j'ai eu, de Sans famille. Et puis, adolescent, j'en ai eu un autre avec L'écume des jours de Boris Vian. Et moi, en fait, je ne lis pas de romans. J'en écris, mais j'en lis pas. J'ai dû en lire une quarantaine dans ma vie. Mais Sans famille et puis L'écume des jours, alors là, ça, c'est splendide.